à tous, bienvenue sur la chaîne Suisse Carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian, avec qui on va parler de l'alimentation ancestrale. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, est-ce que tu peux déjà un peu te présenter? Alors, merci à toi de m'avoir invité. Salutations aux auditeurs. Moi, c'est Christian Péten. Je suis nutritionniste en ce moment. Euh, je- mon site internet, on va dire mon activité, c'est nutrivore.ch. Et voilà, je pratique la nutrition depuis plusieurs années maintenant. Avant ça, j'ai travaillé plusieurs années dans l'armée suisse. J'ai été dans les forces spéciales suisses, le DRA-10. Et durant cette période, je me suis beaucoup intéressé en fait à la santé humaine, aux performances humaines, à l'alimentation. Et c'est là que j'avais entrepris de faire en fait une formation en parallèle pour me recycler par la suite. Vu que j'ai fondé une famille, il fallait bien trouver une porte de sortie qui m'intéresse. Et la nutrition m'a beaucoup intéressé. Accessoirement, j'ai aussi fait des formations en coaching mental, le flow coaching. C'est quelque chose qui est encore pas trop connu, je dirais, en Europe ou dans le monde francophone, mais qui est très en vogue aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Alors voilà un petit peu pour faire le tour. Et puis sinon, bah, l'approche nutritionnelle que j'ai, c'est une approche dite ancestrale. Alors c'est pas une diète fixe, hein, c'est un cadre. En fait, on essaye d'être cohérent avec l'histoire de l'être humain et de proposer quelque chose qui est adapté à notre espèce, parce que ça manque cruellement, j'ai l'impression, aujourd'hui. Mhm. Alors moi, je suis tombée, on va dire, sur ton profil parce qu'il y a une personne qui me suit sur Insta et qui m'a partagé et puis qui m'a dit, ah, ça serait intéressant de faire un interview avec lui. Et puis, ben déjà, j'étais tellement contente de voir un Suisse parce qu'on n'est déjà pas beaucoup dans ce Ça, c'est type d'alimentation. Ben, déjà en France, hein, dans les pays francophones, mais en plus en Suisse, en soi, on n'est vraiment pas beaucoup. Et puis, je me dis que ça pourrait être intéressant parce que ça ressemble aussi un peu à l'alimentation carnivore avec des différences. Mais on va dire que sur la base de produits animaux, ben il y a des similitudes. Donc, ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus. Donc, ben déjà, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'alimentation ancestrale? Alors, comme je l'ai dit, ben, c'est pas un modèle fixe de diète. Dans l'alimentation ancestrale, moi, je travaille avec plusieurs modèles de diète que j'essaye en fait d'adapter aussi aux individualités des clients, à leurs spécificités. Et pour faire simple, c'est vraiment, moi, ma passion, c'est d'essayer de trouver le meilleur moyen de soutenir la santé et la performance humaine par l'alimentation et de proposer quelque chose qui est adapté à l'espèce. Et forcément, ce qui est adapté à l'espèce, c'est ancestral, parce que notre génétique, elle a été façonnée pendant des millions d'années, si on prend depuis Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et vu la lenteur à laquelle évolue, je dirais, l'ADN d'une espèce, euh, une diète qui est extrêmement modernisée, comme on a aujourd'hui en grande partie, elle est forcément en fait assez éloignée de ce que notre génétique attend, de ce que notre physiologie attend. Euh, donc, une alimentation ancestrale, c'est une alimentation voilà, qui essaye d'être adaptée à l'espèce. Et il y a plusieurs modèles de diète là-dedans, parmi lesquels la diète carnivore que j'utilise aussi avec certains clients pour différentes raisons. Et je pense que c'est une diète qui, pour certains, est peut-être la diète optimale. Mhm. Maintenant, je ne suis pas sûr encore aujourd'hui, est-ce que c'est la diète optimale pour tout le monde? Ça, c'est la grande question. J'ai pas trouvé de réponse définitive à ça. Mhm. J'écoute beaucoup de débats entre différents médecins, surtout dans le monde anglo-saxon où c'est très répandu, beaucoup plus que chez nous, on dira. Et Mhm. c'est intéressant, il y a différents points de vue là-dessus. Je dirais que ce que j'en retire de tout ça, c'est que probablement que pour certaines personnes, selon leur individualité génétique, probablement au niveau des mitochondries, on pourra en parler, les haplotypes des mitochondries, peut-être que pour certains, c'est la diète optimale. En tout cas, je pense que nos ancêtres étaient fréquemment en diète carnivore. Et là, je parle de nos ancêtres sur le long terme. Les gens pensent à leurs ancêtres d'il y a 50 ou 100 ans. Mhm. Ça, à l'échelle de l'histoire, ça pèse pas beaucoup. Là, je parle de nos ancêtres sur des centaines de milliers d'années. Et là, je pense que fréquemment, ils étaient en diète carnivore, en tout cas loin de l'équateur, typiquement dans l'hémisphère nord. Peut-être pas à l'année,
mais en tout cas, par phase de longue durée, probablement durant les phases hivernales. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en cétose permanente en phase hivernale? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense quand même qu'ils parvenaient à sortir de la cétose de manière régulière, parce que quand on vient de tuer une bête et qu'on mange de la viande, il y a quand même du glycogène dans le muscle et surtout dans le foie. Euh, et probablement que ça leur permettait de sortir et re-rentrer de la cétose de manière assez régulière. Et la question que je me pose parfois, c'est aujourd'hui, avec une diète carnivore où on ne mange pas une bête fraîchement tuée, est-ce que le fait de rester en cétogène permanent, tu vois, pendant des mois ou des années, on va dire, est-ce qu'à la longue, ça peut ne pas poser problème à certains? Mhm. Apparemment, certains s'en sortent extrêmement bien avec ça il faut l'admettre. Il y a des exemples dans le monde médical américain de gens qui ont l'air de performer de manière géniale avec une diète comme ça. Et il y en a d'autres qui ont plus de peine à rester en diète carnivore pure ou cétogène pendant des mois ou des années. Mhm. Donc voilà un peu, pour résumer mon approche d'alimentation ancestrale, il y a la diète cétogène carnivore. Euh, Après, l'alimentation ancestrale que je propose aussi pour ceux qui ne veulent pas du pur carnivore, je ne propose pas ça à tous mes clients, de loin pas, euh, pour différentes raisons, de contraintes, etc. Ce que je propose aussi, c'est une diète dite animal-based, donc basée sur les produits animaux, qu'on accompagne de végétaux à faible toxicité, donc essentiellement de fruits ou de légumes-fruits de certaines familles qui sont beaucoup mieux tolérées par l'être humain, de miel. Euh, et le troisième modèle de diète que j'utilise, c'est une alimentation qu'on peut appeler de type Weston Price, donc qui utilise là beaucoup plus de produits issus de la révolution néolithique, donc des produits agro-pastoraux, des céréales, du pain au levain, des choses comme ça, mais tout en cherchant vraiment à les préparer d'une manière à réduire les toxines qu'ils contiennent et puis d'en augmenter la nutrition. Mhm. Donc voilà un petit peu le cadre général. Et puis là-dedans, bah, bien sûr, on peut faire des compromis suivant les attentes des clients. Ouais. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur la cétose, c'est vrai qu'il y a encore une différence entre l'alimentation cétogène, où là on est toujours en cétose, et puis en carnivore, où suivant les doses de viande qu'on mange, ben, parfois on peut quand même sortir. Donc il y a cette petite différence entre les personnes qui sont en kétocarnie, on va dire ça, donc qui restent ben, voilà, en cétose, et puis qui, on va dire, contrôlent la quantité de viande qu'ils mangent, et puis les carnivores, ben, du coup, qui soi-disant mange beaucoup et qui pourrait sortir du coup de cette dose avec la glycogénèse. Donc il y a un petit peu cette différence entre les deux encore. Donc oui. Après, tout ce que tu as dit, c'était très très intéressant. Donc toi, c'est quelle alimentation que tu fais? Alors, moi, je suis sur une diète principalement animal-based, donc beaucoup de produits animaux. Je peux aussi faire des repas avec uniquement des produits animaux. Mhm. Même plusieurs jours avec uniquement des produits animaux, ça ne me dérange pas du tout. J'accompagne ça avec des fruits de saison, principalement, ou du miel. Mhm. Et ce que j'ai envie de faire cet hiver, de plus que ce que je faisais avant, c'est de faire des phases justement cétogènes, carnivores, parce que je pense que notre génétique est quand même faite pour ça. Je pense qu'on est fait en fait pour rentrer de manière régulière, ou en tout cas quelques fois par année, dans cette diète-là. Mhm. Euh, je veux dire, notre génétique a été conçue comme ça. Les êtres humains étaient des prédateurs apex pendant des millions d'années. Euh, et forcément, quand les chasses étaient infructueuses en hiver, euh, ils étaient amenés en fait à entrer en cétose parce que il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des légumes à l'année complète dans les supermarchés. Donc, et du reste, l'être humain est une espèce qui est particulièrement efficace pour rentrer en cétose. Mhm. Si on compare l'efficacité de l'être humain à d'autres primates, on voit que l'être humain a vraiment évolué pour ça. On entre beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace en cétogène. Euh,
De nouveau, il y a des différences, je pense, entre les populations. Il y a des populations peut-être proches de l'équateur qui ont été beaucoup moins amenées à entrer en cétogène de manière régulière. Et puis, il y a visiblement des populations qui sont beaucoup mieux adaptées à ce type de diète. Euh, donc là, ce que je fais, c'est ça, hein, l'animal-based, donc de la viande, du poisson. Alors, c'est surtout de la viande, hein, parce que le poisson n'est pas très local chez nous, mais Mhm. beaucoup de viande rouge prioritairement, que j'accompagne ou que je cuis avec des graisses animales, beurre clarifié, graisse de bœuf, un peu de fruits de mer de temps en temps, mais là, c'est pour le plaisir, pour varier. Beaucoup de fromage, de produits laitiers. Je pense que les gens sous-estiment en fait aussi la qualité nutritionnelle de certains fromages qu'on a chez nous, typiquement pour l'apport en folate ou en riboflavine, en vitamine B2, en vitamine B9. Ça complète vraiment très bien la diète. J'ai des Mhm. poules aussi, donc beaucoup d'œufs. Et puis, comme je disais, des fruits de saison. Ouais, Et puis, par phase, du pur carnivore. Voilà. ouais. Et qu'est-ce que tu penses ben voilà, moi j'ai été assez étonnée parce que j'ai été pendant 5 ans en alimentation cétogène où on mange pas du tout de fruits. Et puis ben, en carnivore, j'ai découvre que certaines personnes en mangent. Donc, ben, qu'est-ce que tu penses en fait de, on va dire, la qualité nutritionnelle des fruits? Est-ce que c'est bien d'en manger? Est-ce que tu penses que c'est en petite quantité? C'est quoi ton Alors, avis? là, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante et que j'ai aussi beaucoup fouillé. Et j'ai pas en fait une réponse totalement arrêtée là-dessus. Et là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de spécificités individuelles liées aux haplotypes des mitochondries, liées à la génétique, etc., liées probablement aussi à l'activité physique. Et puis au niveau de départ que tu as par rapport à ton insulinémie, à ta résistance à l'insuline, à des choses comme ça. Mhm, Mais pour essayer de donner une réponse par rapport à ça, je dirais que déjà la quantité de fruits qu'on peut manger aujourd'hui et la teneur en sucre que les fruits modernes ils ont, ça correspond pas vraiment à ce que nos ancêtres avaient à disposition pendant la vaste majeure partie de leur évolution. Donc, en ce sens, les fruits, ça peut vite être un piège parce que c'est bon, c'est sucré, et on a vite tendance à en manger un peu trop. Maintenant, je pense que certains, typiquement, qui ont peut-être une génétique plus proche de celle qui s'est développée sur l'équateur, tolèrent très bien des plus grandes quantités de fruits mhm, que d'autres. Et je pense que si on a une activité physique un peu plus régulière, ça posera beaucoup moins de problèmes. Maintenant, le fruit, qu'est-ce qu'il amène? Finalement, il amène de l'énergie, principalement, sous forme de glucose. Ça peut avoir un effet positif chez certains, notamment au niveau de la gestion des électrolytes. Ça, c'est une question qui est encore en suspens pour moi. Et c'est difficile d'avoir une réponse, hein. Il y a des gens comme Paul Saladino qui disent que si tu n'amènes pas du tout de glucose pendant une longue période, ça peut poser problème au niveau de tes électrolytes. Et du reste, beaucoup de carnivores se supplémentent en électrolytes, mhm, pas tous. Et, et d'un autre côté, il y a vraiment des purs carnivores qui disent il n'y a aucun problème à tourner sans sucre à l'année une fois qu'on est bien adapté. mhm, Et maintenant, qui a raison là-dedans? Personnellement, je ne sais pas. Et moi, je pense que... Salut! Et personnellement, je pense que ça dépend de nouveau des individualités de chacun. Maintenant, ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est qu'un fruit de saison et local n'a pas le même effet qu'un fruit importé hors saison, typiquement. Et pendant longtemps, on ne comprenait pas vraiment pourquoi. On avait des études qui montraient que si tu nourris avec une certaine quantité de fruits locaux et de saison des gens, ils vont pas stocker de matière grasse. Ils n'ont pas de stéatose, donc ils n'ont pas de foie gras. Tout se passe assez bien. mhm, Mais si tu prends la même quantité de fruits hors saison et des fruits importés de l'équateur, typiquement, là, tu as un problème qui apparaît avec de la stéatose et une prise de matière grasse. Et pourtant, on pense que c'est les mêmes fruits. Je veux dire, c'était des fruits de qualité. Euh, ils essaient de regarder que ça contienne la même teneur en fructose, etc. Donc il y a visiblement des différences qui étaient assez importantes. Et là, il y a un terrier de lièvre dans lequel on peut descendre, mais c'est toute l'histoire du deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène qui est présent en fait en petite quantité sur Terre. Je ne sais plus le chiffre exact, c'est peut-être 0,6% de l'hydrogène sur Terre, c'est du deutérium.
deutérium. Il faut comprendre que l'hydrogène, c'est hyper important parce que c'est le constituant principal de l'eau. Mhm. Et l'eau, c'est le constituant principal de notre corps aussi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce deutérium, c'est ce qu'on appelle de l'eau lourde. En fait, le deutérium, c'est pas uniquement un proton comme un atome d'hydrogène. Il y a aussi un neutron. Mhm. Donc, tu as un proton et un électron pour l'hydrogène, et là, tu as un neutron de plus. Et du coup, le poids moléculaire du deutérium, il est double. Mhm. Et ça crée de l'eau qui est beaucoup plus lourde. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans les mitochondries, donc les centrales de production énergétique de l'être humain, cette eau lourde, elle pose problème. Mais elle pose plus problème à certaines personnes qu'à d'autres. Mhm. Et si tu vas plus loin dans le terrier de Lièvre, tu te rends compte que le deutérium sur Terre, il se répartit beaucoup plus autour de l'équateur. Il y en a beaucoup moins près des pôles, dans les eaux de pluie, les eaux de source près des pôles. Et du coup, quand tu manges des fruits qui viennent de l'équateur, tu vas produire beaucoup plus de deutérium dans tes mitochondries, parce que quand tu brûles du sucre ou de la graisse, tu produis de l'eau Ok. métabolique. Mhm. Et du coup, cette eau métabolique qui est produite, si elle est produite à partir de fruits qui viennent de l'équateur, elle sera beaucoup plus chargée, beaucoup plus lourde. Et ça pose problème au niveau des mitochondries et à différents niveaux dans la cellule. Et visiblement, les gens qui viennent un peu plus du nord, plus loin de l'équateur, dans leur génétique ancestrale, ils Mhm. tolèrent beaucoup moins bien, pour différentes raisons, ce deutérium. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es en cétose ou quand tu brûles des matières grasses, l'eau métabolique que tu produis, elle est complètement vide, où il n'y a pas de deutérium. Mhm. C'est lié en fait au processus de construction des acides gras, où le deutérium n'est pas priorisé. Ok. Tandis que quand la nature construit des sucres, le deutérium est facilement priorisé sur l'hydrogène. Mhm. Donc il y a beaucoup plus de deutérium dans les fruits et dans les l'amidon, dans les féculents. Mhm. Et du coup, quand tu produis de l'énergie à partir des sucres, tu produis plus de deutérium ou d'eau métabolique riche Mhm. en deutérium que si tu brûles des graisses. Mhm. Et du coup, c'est bon, c'est un terrier de lierre assez intéressant. Je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais Non, ça explique jamais. aussi D'accord, mais chez c'est certains les effets positifs. Mhm. Voilà, ça explique en fait chez certains les effets positifs potentiels aussi d'une diète carnivore ou d'une diète cétogène. Parce que quand tu te mets en cétose, Mhm. tu produis une eau qui est pauvre en deutérium, et ça permet à la cellule de chasser le deutérium Oui. et donc de mieux fonctionner au niveau métabolique. Parce que le deutérium, il casse les mitochondries, ou Mhm. plutôt les petits moteurs. Dans une mitochondrie, tu as tout plein de petits moteurs, comme dans une usine. Ok. Oui. Et ces petits moteurs, on sait qu'ils sont cassés quand il y a du deutérium qui passe là-dedans. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments que tu n'autorises pas, c'est pas le bon mot, mais que tu vas pas proposer? Parce qu'on voit que tu as trois sortes un petit peu que tu proposes, mais est-ce qu'il y a vraiment des aliments que tu proposes pas dans ces types d'alimentation? Bon, j'interdis jamais les gens, ils ont le droit, enfin, ils gèrent Oui, eux-mêmes leur c'est joker ça. et ils doivent mettre leur priorité entre finalement leur santé et les contraintes sociales. Il n'y a pas tout le monde qui parvient en fait à faire des choix radicaux en termes d'alimentation. C'est difficile à porter dans notre société, j'ai l'impression. Donc, est-ce que j'interdis quelque chose? J'interdis rien, mais je donne vraiment des lignes assez claires. Il y a effectivement toute une catégorie d'aliments que je déconseille. Euh, les premiers, bon, bah, c'est tout ce qui est aliments transformés. Et là, il y a à peu près tout le monde qui est d'accord là-dessus, donc ça va. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Après, une autre catégorie d'aliments que je pousse les gens à éliminer en priorité, c'est tout ce qui concerne les huiles végétales, Mhm. qui, à mon avis, sont une cause majeure des problèmes de santé moderne. Il faut savoir qu'on a introduit ces huiles végétales dans l'alimentation humaine de manière massive depuis les années 1870-1900. Avant ça, il y avait enfin, c'était extrêmement rarissime d'avoir une consommation d'huile végétale. Hormis dans des populations nanties de certaines régions du Maghreb où il y avait un petit peu d'huile de sésame, il y en avait chez les Égyptiens autour du pharaon. Enfin, c'était très difficile à produire et il y a eu très peu de consommation d'huile végétale. Et là, ben, tout de suite, il faut dire que l'huile d'olive n'est pas une huile végétale, la graisse de coco non plus, c'est des huiles de fruits. Mhm. Et quand je parle d'huile végétale, je parle d'huile de graines
Et dans les graines, il y a les noix, les graines, les céréales, les pseudo-céréales, les légumineuses, etc. Donc concrètement, c'est de l'huile de colza, de riz, de l'huile de soja, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de lin. Mhm. Tout ça, pour moi, c'est des huiles qui sont toxiques. Non seulement on voit dans les études qui sont faites, et qui ne sont pas faites par les fabricants, mais qui sont faites par des gens qui veulent vraiment voir ce qui se passe avec ces huiles, que dès qu'on extrait l'huile de ces graines, elle s'oxyde. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec du colza, vous pouvez l'extraire à froid, peu importe. Vous aurez de l'oxydation pour la simple et bonne raison qu'elles contiennent des acides gras polyinsaturés très fragiles. Et ces acides gras à température ambiante et au contact de l'oxygène, ils s'oxydent. Donc rien qu'avec la pression pour extraire, même à froid, vous avez une oxydation qui s'effectue. Donc vous avez des peroxydes lipidiques qui sont très agressifs au niveau cellulaire, qui sont des toxines, c'est des radicaux libres, donc ils sont pro-oxydants. Mais même sans cet aspect-là, même en prenant la meilleure des huiles du monde, qui n'aurait quasiment pas de peroxyde, le problème avec ces huiles végétales, c'est qu'elles contiennent toutes des hauts niveaux d'acides gras polyinsaturés et en particulier d'acide linoléique, qui est un oméga 6 qu'on retrouve énormément dans le monde végétal. Et cet acide linoléique, il n'a jamais été consommé par l'être humain à plus de 2, 3, 5% de la diète. 5, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, on estime que l'acide linoléique, c'est entre 15 et 30% de la diète de l'occidental moyen. Et le problème, c'est que cet acide linoléique, dans le corps humain, non seulement il produit de l'inflammation en tant que tel, parce que dans la cascade des acides gras polyinsaturés, il mène à la production de cytokines inflammatoires, mais là, je pense que ce n'est même pas le problème principal, c'est que cet acide gras, il est très fragile, et quand on en a des grandes quantités qui se placent dans les membranes cellulaires et un peu partout dans le corps, vous devenez beaucoup plus fragile à l'oxydation. Et l'exemple typique de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quasiment plus personne, je pense que tu l'as remarqué, qui supporte d'être 1 heure au soleil sans prendre un coup de soleil. Et du coup, les gens se mettent des écrans totales du matin au soir parce qu'ils supportent plus le soleil. Et une des raisons, c'est justement la présence abusive d'acide linoléique dans leurs tissus gras, dans les cellules de la peau, dans les membranes cellulaires. Et du coup, cet acide gras, bah, il se dégrade, ça produit des peroxydes. Donc ça fait de l'inflammation. Donc vous prenez des coups de soleil beaucoup plus facilement. Donc les huiles végétales sont très problématiques. Elles se dégradent. Donc cet acide linoléique, il se dégrade en molécules comme le 4-HNE, hydroxynonénol, un truc comme ça, ou en malonaldéhyde, MDA. Et c'est des molécules qui sont très toxiques. Je veux dire, ça va jusqu'à attaquer l'ADN et ça pénètre dans le noyau cellulaire parce que c'est des lipides et ça provoque énormément de dégâts. Euh, et donc, quand on prend l'image globale, on se rend compte que depuis l'introduction et partout où ça a été introduit, on a un démarrage de l'obésité, du diabète, une augmentation des cancers. Il y a énormément de problèmes qui sont liés à l'utilisation de ces huiles végétales. Le problème qu'on a, c'est que c'est le gagne-pain numéro 1 de l'industrie agro, parce qu'ils peuvent en produire facilement. Ils peuvent en utiliser partout, c'est des calories peu chères avec des grosses marges de profit dessus, et oui, ils vous en mettent partout. Et en plus, ils ont réussi à marketer ça comme des alternatives saines aux graisses animales. Ça a été leur tour de force, en fait, pour conquérir des parts de marché, parce que les gens, avant, bah, se fournissaient chez le fromager local, chez le paysan local, chez le boucher local. Il achetait du saindoux, du suif de bœuf, il achetait du beurre. Et pour conquérir ces parts de marché, l'industrie agro a clairement monté des études qui sont totalement illégitimes et falsifiées pour attaquer les graisses animales. Et ça leur a permis de faire peur aux gens sur les graisses animales et de vendre maintenant ces huiles en bouteille qui sont produites à la chaîne dans des grosses usines et qui sont issues de monocultures gigantesques de colza, de tournesol et de soja. Et ça me fait rire des fois quand on parle d'écologie et puis il y a des gens qui défendent l'écologie d'un côté. Moi, je comprends tout à fait, l'écologie, c'est peut-être important, mais quand on voit des gens qui mangent après des faux steaks remplis d'huile de soja issus de monoculture OGM américaine, il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que ça, c'est meilleur pour la planète que des vaches qui pâturent et qui nous fournissent du beurre? Et j'en suis vraiment pas sûr. D'accord?
Je suis d'accord avec toi. Et du coup, si on prend le type, on va dire, de personnes qui viennent vers toi, ben, comme c'est pas encore très connu, est-ce que c'est des personnes qui ont déjà essayé d'autres choses? Est-ce que tu as un type de personne ou tu as vraiment de tout? Moi, j'ai tout, hein. J'ai des gens qui viennent via les réseaux sociaux, qui sont intéressés à la méthode, on va dire, ou à une approche différente. Puis j'ai des gens au niveau local voilà, qui cherchent un nutritionniste au niveau local et qui débarquent chez moi. Ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent et qui ont déjà essayé beaucoup de choses. J'ai eu voilà, plusieurs végétariens ou ex-végétariens, véganes, voilà, ils ont fait un peu toutes les étapes. Au début, végétarien, après végétalien, après vegan, après vegan crudivore, vegan frugivore, et en pensant qu'ils en faisaient jamais assez parce que leur santé se dégradait à mesure. Et puis quand ils ont un peu tout essayé et que ça va toujours pas, c'est là souvent qu'ils sont prêts à essayer autre chose. Ça va un peu contre certains principes éthiques que ces gens peuvent avoir. Et voilà, chacun a son éthique, chacun peut penser d'une manière différente là-dessus. C'est pas mon rôle de nutritionniste d'aller dans ces débats. Mais quand ces gens adoptent une alimentation de type ancestral, donc beaucoup de produits animaux accompagnés de fruits typiquement, donc c'est pas des gens que je vais aiguiller immédiatement sur une diète carnivore, sauf si éventuellement il y a vraiment des maladies auto-immunes et qu'il faut utiliser une diète d'élimination. Et souvent, bah, il y a un peu de réticence au début, mais ils sont quand même venus, donc ils sont quand même intéressés. Et moi, je leur dis toujours, bon, essayez au moins 2, 3 semaines, un mois. Vous pouvez toujours revenir en arrière. On peut revenir en arrière si ça fonctionne pas. Et c'est assez rare, en fait. En tout cas, j'ai jamais un client ou une cliente qui m'a dit, je suis revenu en arrière. Alors après, j'ai pas contact avec tous mes clients par après. Mais en général, ils sont assez surpris des effets. Et puis, quand on a tous les marqueurs de santé qui s'améliorent, et très souvent, c'est la santé intestinale qui fait défaut chez ces gens, parce que à consommer autant de fibres et de toxines végétales, c'est des gens qui sont très ballonnés, qui ont des proliférations bactériennes, donc une maladie de SIBO, qui ont des maladies de Crohn, qui ont des maladies comme ça, des ballonnements, beaucoup de constipation, de diarrhée, des diverticulites, des choses comme ça. Et en général, ça se résout assez vite. J'ai eu des cas où c'était assez incroyable, donc des gens qui avaient des maladies de Crohn depuis des années, et j'ai une personne, ça s'est résolu, donc ces douleurs et ces problématiques liées à la maladie de Crohn, les diarrhées, etc., ça s'est résolu en 2 jours. Ça faisait des années que ça durait, qu'il avait un peu tout essayé, des médicaments, etc. Et en 2 jours, je l'ai mis en diète purement carnivore, parce qu'en plus, il y avait du diabète, ou un prédiabète très avancé. Et là, en 2 jours, il n'y a plus de problème de douleur, de diarrhée, etc. après les repas. Donc c'est un énorme changement pour lui. Et derrière, après une semaine ou deux, ben, il y a une régulation du taux de glucose sanguin. Et maintenant, on attend de voir un peu comment va se réguler l'insuline là derrière, mais j'ai assez confiance que ça va aller dans le bon sens. Après, évidemment, c'est pas des changements faciles. Quand on est en prédiabète et qu'on passe en diète carnivore, on n'est pas du tout adapté métaboliquement. Donc, qu'est-ce qui arrive? On va passer par des épisodes d'hypoglycémie qui sont durs à négocier, c'est normal. Mais quand on a la volonté, on y passe et puis ça se passe très bien par après. C'est un changement de vie qui est incroyable. Il y a une perte de poids. Voilà, c'est des gens qui vont perdre plusieurs kilos par semaine au début. Parce que tout d'un coup, le métabolisme se remet en route. Le corps se rend compte qu'il a des réserves de matière grasse à brûler. Et du coup, il y a beaucoup moins la sensation de faim qui est présente. Euh, et surtout, quand on enlève certaines catégories d'aliments, l'appétit, la sensation de faim se régule beaucoup mieux. On parlait des huiles végétales avant, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'acide linoléique, cet oméga 6 qui pose problème, dans le sommet de l'intestin, juste à la sortie de l'estomac, l'acide linoléique, il est dégradé en anandamide, c'est des cannabinoïdes. Et on a des récepteurs à cannabinoïdes dans la partie haute de l'intestin, et ces récepteurs stimulent l'appétit. Donc, quand tu manges des huiles végétales ou des aliments riches en acide linoléique, comme des amandes, tu stimules outre mesure ton appétit. Donc les gens vont beaucoup trop manger. C'est pour ça que des régimes perte de poids à coups d'amandes et d'huile végétale, ça ne marche pas. Alors les gens peuvent perdre du poids, mais c'est extrêmement dur parce qu'ils crèvent la dalle en fait.
Et moi, dans mes coachings perte de poids, ce qui revient systématiquement, les gens hallucinent parce qu'ils n'ont pas faim du tout. C'est ça. Tu vois, ils ont vraiment pas faim. Mhm. Et il faut savoir enlever les bonnes catégories d'aliments. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est quand on fait des régimes hypocaloriques, qu'on a faim, et après on fait yo-yo, et puis au final, mais c'est horrible. Et puis après, quand on arrive dans ces alimentations-là, eh ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est plus du tout concentré sur qu'est-ce que je vais manger. Ça libère aussi l'esprit. Et puis, ben, en fait, on voit les effets positifs, mais sans souffrir, on va dire ça. Donc, non, on voit vraiment la différence. En tout cas, moi, j'ai vu la différence entre toutes les alimentations, et je trouve que c'est Ouais. libérateur de ne pas avoir faim comme ça. Et par rapport à toi, du coup, ton expérience, est-ce que tu as vu des effets ben, positifs? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette alimentation? Alors, clairement, moi, j'ai vu des effets positifs. J'avais de l'inflammation assez régulière dans les épaules et les coudes. J'ai fait pas mal de sport et puis travaillé à l'armée, justement, dans les forces spéciales où on était quand même voilà, soumis à certaines tensions musculaires, certains exercices qui n'étaient pas forcément toujours bons sur le long terme. Et j'ai, je pense, une faiblesse, probablement chez moi, ça se déclare comme ça. L'inflammation de basse intensité, chez moi, ça vient au niveau articulaire, au niveau des épaules et des coudes. Et j'ai très fréquemment été embêté à ce niveau-là dans ma vie. Et ça pouvait arriver aussi au niveau du talon d'Achille, par exemple. Et depuis que j'ai adopté cette alimentation, ces inflammations ont complètement disparu. Alors ça s'est pas fait en 2 jours, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. J'ai retrouvé toute la mobilité dans mes épaules. Typiquement, l'épaule gauche, j'arrivais vraiment pas à pousser sous certains angles des poids. Et maintenant, j'arrive à repousser des poids dans toutes les directions. J'ai un peu l'impression d'avoir rajeuni, pour être clair au niveau de ma mobilité articulaire et ce genre de choses. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc ça, c'est un des effets que j'ai vu. Après, bah, moi, j'ai un appareil professionnel de mesure de la constitution corporelle que j'utilise avec ma clientèle. Et ce que j'ai vu sur moi, parce que je me mesure depuis longtemps, en fait, et assez régulièrement, euh, l'effet qui a été marqué, c'est qu'en quelques semaines, j'ai perdu plusieurs kilos de masse grasse, alors que j'en avais pas beaucoup. C'est de la masse grasse viscérale, en fait, donc la pire des masses grasses, je pense, parce que c'est pas de la... J'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de masse grasse en périphérique, on va dire. Par contre, en masse grasse viscérale, il y a eu une perte qui qui a été assez rapide. Et ça, c'est hyper intéressant parce que cette masse grasse viscérale, elle est pro-inflammatoire. Elle est vraiment très problématique dans le corps humain. Et souvent, les gens pensent à masse grasse viscérale, ils pensent au foie, ils pensent à cette zone-là. Mais on a aussi des graisses intermusculaires. C'est pas les graisses, les triglycérides intramusculaires qui sont une source d'énergie pour le muscle. On a des graisses viscérales du même type, en fait, les graisses viscérales qui viennent se mettre entre les fibres musculaires et qui empêchent à la longue le bon fonctionnement de ces fibres. Et en fait, quand tu élimines ces fibres-là, ton muscle, il est beaucoup plus fort. Même qu'il n'y a pas plus de fibres musculaires, tu deviens plus fort, en fait. Tu es plus efficace physiquement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. J'ai beaucoup moins le temps de m'entraîner qu'à l'époque où j'étais à l'armée, où on était finalement payé pour s'entraîner, donc c'était sympa. Mais là, j'ai repris de la force que j'avais pas connue et j'ai l'impression d'avoir plus de force sur certains exercices que j'en avais il y a plusieurs années. Et pourtant, j'ai pris de l'âge et je m'entraîne moins. Donc, il y a quand même des aspects qui sont intéressants. Après, bah, j'aimerais bien voir sur le long terme, aussi avec des phases justement de cétogène carnivore en hiver. Je pense que ça peut aussi optimiser tout ça. Et du coup, au niveau sport, donc maintenant, tu fais quoi comme entraînement? Alors, au niveau sport, moi, je fais bah, du renforcement musculaire principalement. Après, ben, je travaille encore régulièrement comme forestier bûcheron à côté de mon travail de nutritionniste à temps partiel. Donc ça me faisait un peu tout le cardio et tout ça. Malheureusement, j'ai eu un accident justement il n'y a pas longtemps. Je me suis fait écraser le bassin en forêt par un tronc d'arbre. Heureusement que mon bassin était solide, que l'os est solide, il a tenu. Donc il n'y a rien de vraiment grave, mais bon, ça fait quand même quelques semaines que j'ai dû lever le pied, on va dire. Et je dirais bah, principalement, c'est voilà, du renforcement musculaire. J'aime bien, en belle saison, j'aime beaucoup aller sur des parcours Vita. Je prends 2, 3 poids, on va avec des amis, avec des kettlebells, des masses, ces masses d'acier, des TRX, des choses comme ça.
on s'entraîne avec ça. Puis là, en hiver, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un abonnement dans une salle de fitness. J'ai encore pas commencé parce que je suis blessé. Mais l'idée, c'est d'y aller prochainement, ouais, Est-ce que tu penses que c'est... Alors, si tu sais pas, il y a pas de souci, mais en fait, la question me vient comme ça parce qu'on me demande souvent, est-ce que c'est un type d'alimentation qui pourrait aller avec un, comment on appelle ça? Un travail d'endurance, avec un effort d'endurance? Parce qu'on entend souvent, oui, ben alors c'est des personnes qui font ben voilà, un effort explosif, mais sur l'endurance, c'est pas une alimentation qui convient. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Je pense que c'est faux et on le voit parce qu'il y a maintenant des sportifs en endurance extrême qui fonctionnent relativement bien en cétogène. Et si tu écoutes certains médecins américains, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont des clients à très haut niveau, mais ces clients-là ne veulent pas que ça se sache parce que c'est un peu une botte secrète pour eux. Et en plus de ça, la plupart de leurs sponsors vendent des aliments glucidiques. Donc, pour le moment, c'est peu répandu. Ce qu'on voit, maintenant, il y a eu des gens en Australie qui ont fait des Ironman et qui sont en cétogène carnivore. Ils sont parfaitement adaptés. Alors, bien sûr, ça se fait pas en 2 jours. Et c'est les gens qui peuvent faire un Ironman en buvant uniquement de l'eau. Donc, ils n'ont pas besoin du tout de manger. Et c'est des gens qui sont assez massifs physiquement. Donc, c'est des gens qui ils ont une musculature assez imposante et ils parviennent à faire des résultats. Ils ne sont pas premiers de l'Ironman, mais ils sont quand même bien classés, tout en étant bien plus lourds que la moyenne au niveau musculaire. Et ils n'ont rien besoin d'autre que de boire de l'eau. Donc, ce qu'on voit, à mon avis, c'est que, en tout cas, chez certains, de nouveau, on en revient peut-être aux individualités, mais chez certains, une fois que la phase d'adaptation elle est passée, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour être vraiment bien adapté à du cétogène carnivore. Ça fonctionne très bien pour certains. Maintenant, une diète type animal-based avec beaucoup de produits animaux et des fruits, ça peut convenir à absolument tout le monde. Et je pense que ça convient très bien à tout le monde. Parce que là, même ceux qui ont un peu peur du manque de glucides, ils peuvent obtenir leurs glucides par les fruits. Alors, ils en auront moins, mais ils seront beaucoup mieux adaptés. Ça veut dire que le corps sera beaucoup plus à même de produire de l'énergie à partir des acides gras. Et en plus de ça, comme le corps a beaucoup moins de toxines végétales à détoxifier, finalement, tout le fonctionnement du corps est largement amélioré. Et du reste, ce que tu vois sur des gens qui passent à des diètes comme ça, que ce soit du carnivore ou de la diète animal-based, que moi j'appelle diète d'abondance en fait, euh, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un mangeait 3000 calories par jour, un mois ou deux après, il en mange 2000. Il en mange 2000, mais il continue à bâtir du muscle. Parce qu'en fait, c'est des calories que tu avales, mais qui sont entièrement absorbées déjà, contrairement à ce qui est contenu dans les végétaux, où une grande partie va partir aux toilettes. Euh, mais surtout, au niveau métabolique, tu as beaucoup moins de travail à faire au niveau de ton foie, voilà, surtout au niveau du foie, pour détoxifier. Parce qu'on sous-estime énormément la toxicité des végétaux. Et ça, je pense que c'est vraiment un thème central qu'on doit aborder. La toxicité végétale, euh, elle est partout, en fait. Tous les végétaux contiennent des toxines. Et ça, les gens écarquillent les yeux quand on leur dit, mais c'est une réalité, en fait. Il y a une guerre depuis des millions ou des centaines de millions d'années, en fait, entre les espèces végétales et animales. Pourquoi? Parce que les animaux se nourrissent de végétaux, les végétaux, ils sont pas forcément d'accord qu'on les bouffe, parce que s'il y a trop de pression sur leur espèce, ils vont finir par disparaître aussi. Donc pour se défendre, ils produisent des toxines. Et finalement, c'est intéressant de voir que la seule partie, ou les parties les moins toxiques d'une plante, c'est les fruits, en tout cas pour les espèces qui ont comme stratégie de dissémination le fait d'être mangées par des animaux. Et puis ensuite, la graine, elle est dans une fibre insoluble, et puis on fait caca de la graine un peu plus loin, ou on la crache plus loin. Et là, si tu observes la nature, tu prends un fraisier, quand la fraise n'est pas mûre, elle est verte, donc elle n'attire pas l'animal, elle n'attire pas l'être humain non plus. En plus, elle n'est pas sucrée, elle est amère, elle n'est pas bonne. Et tant que la graine n'est pas mûre, c'est comme ça. Et dans cette fraise verte, il y a beaucoup de toxines. Et ce qui se passe, c'est quand la graine est mûre, le fraisier va retirer les toxines de la fraise, il va y mettre du sucre et de la couleur pour attirer l'animal, puis lui dire, écoute, maintenant c'est prêt, viens manger, et puis
tu vas un peu plus loin faire tes besoins. Par contre, la plante n'a aucun intérêt à ce qu'on mange ses feuilles, à ce qu'on mange ses tiges, à ce qu'on mange ses racines, ou surtout pas ses graines. Et c'est pour ça que les graines sont les plus problématiques quand on analyse un peu toutes les parties des plantes. Les plus toxiques, c'est les graines. Mhm. Les graines, noix, oléagineux, céréales, toutes. Oui, ouais. Pourquoi? Parce que c'est la progéniture des plantes. Mhm. Et puis on sait que nous, on est prêt à tout pour défendre nos enfants, les plantes aussi. Bah Donc oui. elles chargent fortement la graine de toxines. Mhm. Ouais, je trouve intéressant entre l'alimentation cétogène, où là, on regarde au niveau glucides. Donc, on dit les fruits, c'est mauvais parce qu'il y a des glucides, mais du coup, les légumes, c'est bon. Puis, ben, dans l'alimentation carnivore, on se concentre sur d'autres choses. Et puis, on dit, ben, les légumes, ben, c'est mauvais parce qu'il y a les oxalates et tout ça. Donc, je trouve intéressant. Suivant ce qu'on compare, on n'a pas la même conclusion, on va dire ça. Mais Ouais. c'est intéressant ce que tu dis. En fait, les légumes, ils sont bons que dans une situation. C'est quand ils remplacent pire qu'eux. Et comme dans notre société, la base alimentaire, c'est des graines, des céréales, des féculents, si tu augmentes la part de légumes et que tu réduis la part de graines et de féculents, finalement, c'est les deux des végétaux. Mais ce qu'on appelle des légumes, donc tiges, feuilles, etc., tu vas réduire un peu la toxicité par rapport à ce que tu as dans les grains. Donc tu peux avoir une amélioration en introduisant plus de légumes par rapport aux féculents. Par contre, tu n'auras jamais une amélioration sur le long terme en introduisant plus de légumes pour remplacer les produits animaux, Mhm. Oui, bien intéressant. parce que tu introduis plus de toxines. Mhm. Ouais. Merci, trop bien. Alors, est-ce que du coup, ben, tu as des enfants ou bien tu es en couple? Ouais, Quelle est j'ai leur deux enfants, alimentation je suis marié. à ta famille? Leur alimentation, tu demandes. Oui, exactement. Alors, euh, on essaye de ne pas être trop strict non plus là-dessus, parce que je pense que c'est difficile à porter dans notre société. Euh, Maintenant, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a une alimentation qui est très riche en produits animaux aussi pour nos enfants. On leur propose toujours des fruits, euh, du miel, et s'ils veulent goûter de temps en temps des légumes quand on est ailleurs, ils peuvent le faire. Généralement, d'instinct, ils n'en ont pas envie. Ça, c'est ce qui arrive. Ce qu'on voit, c'est que les enfants, ils sont plus sensibles, c'est aux féculents raffinés. C'est là qu'il y a un peu un piège. C'est que les enfants, si on leur propose des biscuits, du pain, des pâtes, etc., ça, ils vont en manger, ils vont aimer. Donc là, on essaye de faire au mieux. Ça veut dire que pour pas les frustrer, ben, si vraiment ma fille a envie, par exemple, de crêpes ou d'une pizza, on va faire nous-mêmes la pâte à pizza, on va la faire la plus fine possible, on va la faire au levain. On va justement utiliser ces méthodes de préparation que nos ancêtres ont développées longtemps et qu'on a oubliées, ou qu'on est en train de mettre de côté, pour réduire au maximum la toxicité, pour améliorer la teneur en nutriments. Si on fait des crêpes, il y aura beaucoup d'œufs. On va faire fermenter la farine dans du yaourt pendant une nuit. Donc il y a toutes des méthodes comme ça qu'on utilise pour améliorer le tableau finalement. Là où on est beaucoup plus rigoureux, c'est sur vraiment des aliments qui sont extrêmement problématiques, comme les frites, comme ce genre de choses. Là, on essaie d'être très rigoureux. Après, bah, chez nous, il y a plus d'huile végétale, en fait, donc c'est assez simple. On a beaucoup de beurre, on a beaucoup de- même de crème. On a de la chance d'avoir des agriculteurs dans la région qui nous font du beurre cru, de la crème crue, du lait cru, des choses comme ça. Donc en fait, pour pas non plus frustrer nos enfants, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un accès qui est beaucoup plus libre que d'autres enfants à des produits comme le beurre, la crème crue, des choses comme ça. Euh, Parce que dans notre société, si à l'enfant tu lui enlèves tout, tu risques de provoquer une rébellion et ça peut être vraiment contre-productif. Donc c'est difficile à naviguer, franchement, dans notre société par rapport à ça. Il n'y a pas toujours de la compréhension de la part de l'entourage et c'est difficile d'aller là-dedans, dans la bonne direction. Maintenant, ben, ce qu'on voit, c'est que par chance, jusqu'à maintenant, nos enfants, ben, ils sont en très bonne santé, ils se développent bien, donc ça fait plaisir. Et puis, on n'a plus de conflits aussi à table. Depuis qu'on a vraiment introduit une diète de type d'abondance, avec produits animaux, fruits principalement, les repas sont beaucoup plus sereins parce que nos enfants, ils aiment tout ce qu'ils ont dans l'assiette. Il n'y a plus le combat pour essayer de leur faire avaler
un morceau de betterave ou d'épinard. Donc c'est quand même vachement plus simple. Et ce qui nous a aussi beaucoup changé la vie, c'est qu'on gagne énormément de temps en cuisine. Parce que finalement, bah, tu prépares tes protéines animales, tu as des fruits frais de saison, et c'est tout. De temps en temps, tu fais une mayonnaise au beurre, ou tu fais une sauce à la crème, au bouillon d'os, c'est un aliment qui est très important, ou tu fais un beurre aux herbes, tout simplement. Donc c'est super rapide. Tu as les fruits, tu as ça, tu fais moins de vaisselle, tu as moins de déchets, tu gagnes énormément de temps. Plutôt que de cuisiner pendant 40 minutes, tu cuisines pendant 10 minutes. Et ça, on a trouvé que c'était vraiment aussi un aspect qui est hyper intéressant avec une diète comme ça, en plus des aspects bénéfiques au niveau de la santé. On a gagné beaucoup de temps. Et puis, du coup, tu fais tes achats chez le boucher ou bien vous avez des agriculteurs, tu disais, tu vas encore en supermarché ou tu fais tout, du coup, à la ferme? Alors, on va encore un peu en supermarché, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins qu'avant, ou très peu. Je dirais que le gros de ce qu'on achète, c'est soit aux agriculteurs locaux, soit à des bouchers locaux. On essaye d'acheter, on a deux gros congélateurs, donc on achète de la viande en gros, donc un agneau entier, ou un quart de bœuf, ou des cartons de 10 kilos de bœuf où il y a un peu tous les morceaux. On a nos poules, donc les œufs, on en a quand même pas mal, quand même pas assez parce qu'on en mange énormément. Mais les autres œufs, on les achète aux agriculteurs du coin aussi. Donc ouais, au niveau des achats, on est vraiment très très local. Ce qu'on achète encore en supermarché plus régulièrement, c'est peut-être des fruits. Euh, ou alors de temps en temps pour changer, bah, peut-être du poisson, des fruits de mer. Et si on voit une action à prix cassé sur de la bonne viande suisse, typiquement, parce qu'elle est à la date et plus personne veut l'acheter, puis ils la mettent à 50% de rabais, bah là on fait le plein, quoi. Effectivement. Et au niveau budget, parce que moi, c'est souvent les questions en fait qu'on me dit, mais ça coûte tellement cher. Et en plus, là, si toute la famille, vous avez cette alimentation, tu as l'impression que c'est beaucoup plus cher qu'une alimentation normale ou bien normale, on se comprend, c'est pas normal, mais avec des féculents au final. Nous, on n'a pas vu de grosse différence. Alors après, on avait déjà un budget alimentaire qui était peut-être un peu plus élevé que la moyenne, parce qu'avant, on était sur une alimentation de type Weston Price, où on faisait vraiment attention à la qualité. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est difficile déjà de juger les coûts, parce que si tu es moins malade, ça te coûte aussi moins cher. Si tu vas moins aux toilettes parce que tu manges moins de fibres, ça te coûte aussi moins cher. Tu utilises moins de papier de toilette, tu as moins de déchets, tu as moins de sacs à poubelle. Il y a énormément de choses qui changent. Tu utilises moins d'énergie pour cuire tes aliments parce que c'est vite cuit. Il y a moins de casseroles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Maintenant, sur l'alimentation, si on reste uniquement sur les aliments, j'ai pas vu une différence énorme pour la simple et bonne raison que, comme on disait avant, quand tu as une alimentation comme ça, tu manges aussi moins. Parce que finalement, au début, je mangeais beaucoup plus de viande qu'avant. Et puis maintenant, j'en mange toujours plus qu'avant, mais moins. Maintenant que mon corps s'est adapté et qu'il est plus efficace, il y a moins de chenilles à détoxifier, de toxines végétales, etc., qui nécessitent elles-mêmes des minéraux, des nutriments. Tu t'en sors en mangeant moins et t'es bien. Là, généralement, je fais 2 repas par jour, alors qu'avant, j'en faisais 3 ou 4. Donc tu manges beaucoup moins de quantité aussi, et de manière plus naturelle. Et il faut aussi regarder, c'est si tu veux des végétaux ou des légumes de bonne qualité, moi je m'amuse à regarder les prix des fois, c'est hyper cher. Tu prends des haricots ou des épinards ou des choux-fleurs brocolis bio suisses, je sais pas, ça a plus de 10 francs le kilo en général. Donc moi, mettre 10 francs le kilo pour des aliments qui n'amènent quasi aucun nutriment, qui amènent beaucoup de toxines végétales et qui fondamentalement sont pas très bons, ben, je le fais plus. Donc on gagne aussi là, tu vois. Les féculents, ben, ça sert à peu près à rien, donc on n'en a plus. Donc maintenant, oui, on a de la viande, on l'achète en gros, donc ça revient moins cher. En Suisse, si on prend du bœuf en gros, donc un quart de bœuf par exemple, vous vous en sortez entre 28 et 30 francs de kilo en général. Si vous prenez de l'agneau en gros, c'est un petit peu moins cher. Vous prenez du porc en gros, c'est beaucoup moins cher. Alors après, les animaux monogastriques comme le porc ou la volaille, c'est pas idéal à cause de l'alimentation qu'ils ont et du fait qu'ils ont un seul estomac et donc ils vont avoir des teneurs en acide linoléique plus importantes dans leur graisse.
Donc moi, je ne recommande pas de manger de manière trop régulière du porc ou de la volaille, à moins que vous trouviez des porcs qui sont nourris comme ils devraient être dans leur espèce, mais ça existe quasiment plus chez nous, malheureusement. Donc ça veut dire le porc est un animal qui est omnivore et qui doit aussi manger des petites bêtes et puis des insectes et des choses comme ça, et puis un peu plus d'oléagineux, de choses comme ça. Mais ça, on n'en a plus chez nous. Donc j'adore le lard, je me fais beaucoup de lard grillé avec des œufs. La petite technique là, c'est simplement que tu fais rôtir ton lard, et ben, les premiers acides gras qui vont se liquéfier, c'est les acides gras polyinsaturés. Donc le fait d'éponger ces graisses, nous on les vide dans un bocal qu'on amène aux déchets par après, tu élimines une partie de ces acides gras polyinsaturés. Et les derniers qui vont tenir sur le lard, c'est les graisses saturées. Donc c'est une méthode pour un peu limiter la casse. C'est intéressant. J'avais jamais entendu Donc à parler. la fin, est-ce que j'ai vu une grosse différence? Pas forcément. Ok. Intéressant parce que c'est souvent, ben voilà, il y a deux sujets, c'est l'écologie et le budget. C'est souvent ça. Donc du coup, de dire, ben voilà, au niveau budget, en tout cas, moi je voyais que ça changeait pas beaucoup non plus parce qu'avant, ben, j'achetais beaucoup de produits de substitution hein, quand j'étais en alimentation cétogène. Donc au final, ça coûte vite cher. Hein. Toutes ces farines d'amande, tous Ouais. les substituts de sucre, après tous les suppléments aussi que je prenais. Donc en fait, après, quand on est basique, ben oui, les produits coûtent plus cher, mais on achète beaucoup moins de choses à côté. Donc, euh, donc ça, c'est clair que je pense que c'est un petit peu équivalent. Après, c'est sûr que si c'est une personne qui a une alimentation de pâtes, ça coûtera moins cher les pâtes que la viande, on est d'accord. Mais on va dire, si on prend une alimentation un peu comme tout le monde a, et puis la nôtre, ben, ça ne change pas énormément. Et puis au niveau du coup alimentation, supplémentation, est-ce que tu prends des vitamines et des suppléments? J'en ai pris beaucoup en fait il y a quelques années. Tu sais, quand tu fais tes études en nutrition, bah, c'est la grande mode actuelle. Hein. C'est bon, l'alimentation telle qu'on nous l'apprend à l'école, et puis beaucoup de suppléments à côté. Donc déjà, on devrait se poser des questions. Donc j'en ai pris beaucoup. Avec le recul, j'ai l'impression que ça m'a fait plus de mal que de bien, toute, ces, toute cette supplémentation. Et je parle pas que du porte-monnaie, je parle aussi de la santé. Maintenant, je suis pas fondamentalement contre l'utilisation d'un supplément de manière très ciblée, de manière temporaire, pour un problème précis. Mhm. Typiquement, tu mets quelqu'un en diète carnivore ou même animal-based avec beaucoup moins d'oxalate dans l'alimentation, et tout d'un coup, cette personne, pour des raisons génétiques, elle vit assez mal le relargage d'oxalate qui survient. Il y en a qui passent à travers sans problème, d'autres, c'est vraiment brutal. Là, ça peut être utile de supplémenter en citrate de magnésium et de potassium, en biotine ou ce genre de choses. Mais c'est temporaire et c'est lié au fait qu'on est dans une situation pas naturelle où on a accumulé des oxalates pendant 30, 40, 50 ans et on les relargue subitement d'un seul coup, alors qu'on aurait dû déjà ne pas en accumuler ou alors en accumuler de manière saisonnière et les relarguer tous les hivers. Donc la supplémentation, oui, pourquoi pas, mais de manière très ciblée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti en roue libre là-dedans, donc non seulement les gens s'auto-supplémentent beaucoup parce qu'il y a énormément de marketing, de publicité là-dessus. Donc, on vous vend des trucs comme étant absolument géniaux pour l'inflammation, pour le sommeil, pour plein de trucs. Et, et fondamentalement, quand on va un peu plus au fond de la recherche et des études, on se rend compte que c'est vraiment aiguillé pour obtenir du résultat, la manière dont sont conduites les études. Euh, donc, est-ce que moi, maintenant, je prends des suppléments? Non. En ce moment, j'en prends pas. J'en ai eu pris il y a quelques mois quand j'ai vraiment fait une phase très stricte, pauvre en oxalate. J'ai eu un relargage d'oxalate assez fort. Et là, j'ai pris de la biotine, des vitamines du groupe B et des citrates de magnésium et potassium. Voilà, ça m'a un peu aidé. J'ai pris aussi de l'eau de coco temporairement pour justement le magnésium et le potassium. Mais c'était vraiment ciblé et temporaire. Après, je propose aussi aux gens en perte de poids, en première phase, d'accompagner la première phase de perte de poids avec certains compléments qui accélèrent et qui facilitent l'adaptation métabolique pour brûler des graisses. Ça leur facilite la vie. Et je leur dis toujours que c'est pas obligatoire, ça a un coût, c'est eux qui doivent faire le choix. Et la moitié des gens ne les prennent pas et ça se passe quand même bien.
Et j'ai l'impression, il y a certains aussi qui ont besoin. On a grandi dans une société où on a la gélule miracle, le médicament, et certains, ça les aide. Euh, Maintenant, je pense que si c'est bien ciblé, ça peut être utile d'avoir des suppléments de temps en temps, mais pas comme on a là. J'ai des gens qui viennent chez moi après être passés chez d'autres thérapeutes qui ont des listes de 10 à 20 suppléments. Et ça va dans tous les sens. Et très souvent, c'est des suppléments à base de plantes qui ont effectivement des effets bioactifs, c'est clair, mais c'est des effets bioactifs qui viennent avec des effets secondaires. C'est ça qu'on n'explique pas aux gens. Quand tu prends des suppléments comme ça, typiquement du curcuma, qui est vraiment à la mode, hein, prends ça parce que c'est anti-inflammatoire. Alors oui, ça empêche le corps de produire, enfin, ça l'empêche en fait de produire certaines molécules qui sont responsables de l'inflammation. Mais l'inflammation, déjà, elle a un rôle, et si elle est chronique, c'est qu'il y a une cause à cette chronicité de l'inflammation. De venir couper le mécanisme, ça n'enlève pas la cause sous-jacente. Donc on utilise le curcuma comme un médicament. Or, le curcuma, il a un côté sombre. Le curcuma, il a beaucoup d'effets négatifs sur la santé humaine, euh, notamment le fait qu'il contienne beaucoup d'oxalates. Alors après, quand tu prends la curcumine en gélule, il y a pas ce problème-là. Mais c'est du reste l'objet d'un article ou d'un podcast que j'aimerais faire, le curcuma, donc je ne veux pas partir trop sur le sujet-là. Mais le curcuma, il faut faire attention. Notamment les hommes, et on voit que le curcuma, il n'est pas forcément très bon au niveau des androgènes ou des hormones mâles. Et il y a d'autres effets. Finalement, le curcuma, le corps en veut pas. C'est pour ça qu'il est très peu absorbé. La curcumine, elle n'est pas absorbée au niveau intestinal, ou extrêmement peu. Donc aujourd'hui, les labos, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la pipérine, qui vient du poivre noir. Et la pipérine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va ouvrir la porte, pour faire très simple, à la curcumine. Donc du coup, tu vas absorber de la curcumine que ton corps à la base veut pas, et ça va engendrer justement ce blocage des mécanismes inflammatoires. Le problème, c'est que c'est ton foie là derrière qui doit détoxifier cette curcumine. Et le foie, il essaie de la détoxifier le plus vite possible. Le problème avec la pipérine, c'est justement qu'elle vient perturber les mécanismes de détoxification du foie, COX-1, COX-2. Et c'est aussi pour ça que la pipérine, elle est utilisée pour prolonger la durée de vie des médicaments, typiquement dans le sang. Enfin, ça empêche ton foie de détoxifier. Mais ça empêche aussi ton foie de détoxifier tout le reste. Quand tu manges beaucoup de poivre noir ou que tu prends des gélules de pipérine, ton foie ne peut plus faire son travail de détox. Et là, on parle de métaux lourds, on parle de pesticides, on parle de tout le reste qu'on vient bloquer. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Donc, ils prennent des gélules de manière chronique, de manière préventive, parce qu'ils se disent c'est naturel, je prends du curcuma qui est ultra concentré, mais c'est un médicament. Qu'on prenne une plante comme médicament pour ses vertus médicinales, pourquoi pas? En aigu, peut-être. Ça peut être une utilité que je vois aux plantes. Mais de les prendre de manière chronique, en grande quantité, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, à mon avis. Ah, c'est hyper Mais il y a intéressant. beaucoup de business, hein. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je le vois beaucoup avec des patients. Je suis physiothérapeute. Et j'ai beaucoup de patients qui disent, ah, ben, j'essaye justement le curcuma pour diminuer les inflammations. Alors, certains voient des bienfaits. Est-ce que c'est comme, voilà, placebo? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas jusqu'où, mais c'est vrai que j'en entends beaucoup. Il y a de plus en plus. Donc, ouais, c'est très intéressant. Et puis, est-ce que tu fais des prises de sang régulières pour voir tes taux? Et puis, est-ce que tu proposes justement à ceux que tu suis d'en faire? Alors, moi, j'en ai fait de manière très régulière quand j'étais à l'armée. Dans les forces spéciales, on était suivi au niveau médical. J'avais des prises de sang, je crois que c'était annuel, de mémoire. Et puis là, j'en ai refait une assez complète il y a quelques mois, justement pour voir aussi l'évolution de mes marqueurs par rapport à la diète animal-based que je menais, donc produits animaux, fruits principalement. Est-ce que je propose ça à ma clientèle? Pas forcément. Souvent, les gens ont déjà fait pas mal d'analyses et ils ont déjà des résultats. Ça peut arriver de manière ponctuelle. Je leur dis, écoute, là, ce serait peut-être intéressant d'aller analyser justement ton insuline à jeun, des choses comme ça, pour voir l'évolution. Euh, ça peut être pertinent, je pense, de faire certaines analyses. Après,
je suis pas non plus un grand fan du trop d'analyse parce que on a en fait des marqueurs qui sont temporaires, qui sont sanguins, salivaires, etc. On prétend les comprendre, mais on se rend compte que le corps il est très complexe. Il y a des choses qu'on on était certain d'avoir compris il y a 5 ou 10 ans qui s'avèrent fausses aujourd'hui. Donc ça peut vite aussi alarmer les gens sans raison, ou au contraire, on se dit, ah, mais en fait, tout va bien, puis non, pas forcément. Donc les analyses, oui, c'est bien, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que je fais de manière régulière. Puis après, ça a un coût aussi hein, pour les gens. Les analyses coûtent très cher. Hein. En Suisse, hein. Là, l'analyse que j'ai voulu faire pour moi, c'est des centaines de francs hein, pour avoir un tableau à peu près complet, quoi. En France, c'est pris par l'assurance, mais ici, ben, suivant les franchises, et puis maintenant, j'ai demandé justement une analyse récemment parce que ça m'intéressait, mais au final, celle que j'avais envie de faire, vitamine C, tu vois, parce que certains me disent, ben, carnivore, donc j'avais envie de prouver, entre guillemets, que c'était bon. Vitamine D, ben, en fait, elles sont pas prises. Donc, j'ai mon résultat où, en fait, tout ce que j'avais envie, ben, ils sont pas dedans. Et puis, le médecin m'a dit, mais en fait, si vraiment, il faut que vous demandiez, et puis, donc, ça fait pas plus partie de la base, en fait. Donc, Ouais. ouais. La vitamine C, c'est un sujet à part hein, qu'on peut discuter qui est très intéressant. Euh, Moi, ce que j'ai vu dans mes analyses avec cette diète, alors forcément, les niveaux de cholestérol, ils montent. Oui, Et ouais. ça, c'est la panique pour les gens. Par contre, il faut prendre du recul là-dessus, dans le sens où, de un, le cholestérol, euh, et surtout le LDL, qui est un transporteur de cholestérol, c'est un transporteur aussi de matière grasse. Et quand tu tournes sur une diète qui est beaucoup plus pauvre en hydrates de carbone, ton métabolisme, il tourne sur les graisses, et du coup, c'est normal d'avoir plus de transporteurs de matière grasse pour fournir de l'énergie dans le corps. Maintenant, ce que j'ai vu, ce qui est hyper intéressant, c'est que oui, le LDL et le cholestérol total montent. Par contre, le HDL, il monte aussi énormément. Et les triglycérides descendent à un niveau qui est à ras le sol quasiment. Et en fait, ça fait une triade que les gens n'ont pas l'habitude de voir, où tu as un LDL et un cholestérol total qui est haut, mais avec un HDL qui est haut et des triglycérides bas. Et on voit que c'est des prédicteurs beaucoup plus précis de la santé métabolique et du risque cardiovasculaire, le HDL, les triglycérides et ces choses-là, que uniquement le LDL. Et tu vois qu'en fait, si tu stratifies le risque du LDL par rapport au HDL ou aux triglycérides, il n'y a plus de risque lié au LDL. Du moment où tu as une bonne santé métabolique, ça veut dire que tu as un HDL élevé et des triglycérides bas. Donc ça, c'est la petite parenthèse sur le cholestérol. Donc moi, ça ne m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. Euh, Surtout que ce qu'on appelle la lipoprotéine A, qui elle est très étroitement liée au risque cardiovasculaire, elle est hyper faible chez moi. Dans la dernière analyse que j'ai, elle est quasiment absente. Elle n'existe pas. Donc ça, c'est aussi un marqueur sanguin des lipides sanguins liés au cholestérol, etc. Et cette lipoprotéine alpha, sur une diète comme ça, elle disparaît, quasiment. Donc ça, c'est très positif. Les marqueurs inflammatoires comme la CRP hautement sensible, la HSCRP, sont aussi hyper bas. Donc il n'y a plus d'inflammation. Et c'est logique, tu n'amènes plus de toxines végétales, il y a beaucoup, beaucoup moins d'inflammation dans le corps. Donc ça, c'est aussi extrêmement positif parce que l'inflammation chronique, c'est un gros problème. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Les niveaux hormonaux étaient top. Sinon, il y avait rien de trop spécial. J'ai pas fait ce qui est vitamine C et ce genre de choses parce que c'est pas pertinent pour moi de le faire sur une diète comme ça. Et ça, on peut en discuter. La vitamine C en carnivore, elle sera plus basse. C'est normal. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Pour la simple et bonne raison que la vitamine C, tu en as besoin pour plusieurs choses. Alors, tu en as un petit peu besoin au niveau des mécanismes oxydatifs pour recycler la vitamine E, pour ce genre de choses. Ça sert un peu d'intermédiaire entre le glutathion et la vitamine E. Donc là, il y a un petit rôle à jouer. Mais ce rôle-là, on n'en a pas besoin de beaucoup de la vitamine C pour qu'elle le joue parfaitement bien. L'autre rôle que la vitamine C a, c'est la constitution du collagène. Et forcément, si tu es vegan et que tu ne manges pas du tout d'aliments riches en collagène, qui sont dégradés en peptides, qui sont absorbés tels quels, ton corps a besoin de beaucoup plus de vitamine C pour créer du collagène. Donc en diète carnivore, tu as tellement de collagène préformé ou de peptides de collagène qui sont absorbés que tu as beaucoup moins besoin de vitamine C pour fonctionner. D'accord? Et puis le troisième aspect, c'est que la vitamine C et le glucose sont des molécules qui sont
hyper proche, c'est très similaire. Et les transporteurs cellulaires et un peu toute la mécanique de transport qu'il y a entre le glucose et c'est la même en fait pour le glucose que pour la vitamine C. Et ce qu'on voit, c'est que plus tu as de glucose dans l'alimentation et plus tu as de glucose dans le sang, parce que tu es prédiabétique comme la majeure partie des gens, plus tu as besoin de vitamine C pour contrer ses effets, parce que la vitamine C, finalement, elle ne peut pas faire son boulot, parce qu'elle est en concurrence avec le glucose. Donc, quand tu es en diète pure carnivore, tu as beaucoup moins besoin de cette vitamine C, finalement. Et, et tu vois, c'est une étude qui a été faite, et c'est marrant parce que cette étude, ça a été fait au début pour voir les effets contre l'oxydation de ce qu'on appelle les polyphénols du thé vert et puis les flavonoïdes. Et en fait, c'est une super étude parce qu'elle a été faite en double aveugle, avec des cohortes, etc. C'est le top qualité au niveau des études scientifiques. Et en fait, l'étude qui à la base portait sur le thé vert, elle amenait à rien, parce qu'en fait, le thé vert faisait absolument rien, hormis améliorer on va dire les marqueurs d'antioxydants cellulaires pendant les heures qui suivent le repas ou la prise de thé vert. C'est normal parce que le thé vert ou les polyphénols du thé vert sont une toxine qui vient activer le gène NRF2 qui lui-même active la production de glutathion pour venir justement éliminer cette toxine. Mais si tu fumes une cigarette ou que tu bois de la benzine, ça fera la même chose. Pourtant, on ne dit pas que c'est les antioxydants. Mais le thé vert, le GCG, on va dire que c'est un antioxydant, alors qu'en fait, c'est un poison pro-oxydant qui provoque une réaction antioxydante dans la cellule. Donc, déjà là, c'est intéressant. Mais ce qu'ils ont vu dans cette étude, c'est que les deux cohortes avaient donc. Ils ont analysé les gens avec leur diète standard de base, leur niveau d'oxydation dans le corps, de dommages cellulaires, etc. Et ensuite, ils ont mis une cohorte avec une diète qui avait aucun flavonoïde. Donc en fait, ils ont fait une diète quasiment carnivore. Il y avait juste un petit peu de patates et de carottes. Mais ils ont enlevé tous les autres végétaux et les fruits. Tout. Et puis, l'autre partie, ils avaient le thé vert et puis d'autres flavonoïdes. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ceux qui suivaient une diète qui n'avait plus de flavonoïdes et d'antioxydants issus des plantes, donc qui étaient quasi en diète carnivore, après 10 semaines, les marqueurs d'oxydation et de dommages cellulaires, ils sont descendus massivement. Bien que la vitamine C sanguine soit descendue massivement. Bien sûr, il n'y a plus de vitamine C dans l'alimentation. Enfin, plus, c'est pas vrai, parce qu'il y en a dans le steak, il y en a partout. Mais il y avait très peu de vitamine C. Par contre, l'effet réel derrière, donc l'oxydation des cellules, l'oxydation des lipides, l'oxydation des protéines et les dommages à l'ADN, ils ont diminué, même qu'il n'y avait plus de légumes et de fruits. Et la conclusion de l'étude, alors ils ont été très surpris, et ils disent en fait, probablement qu'on sous-estime les effets des molécules toxiques dans les végétaux qui viennent avec la vitamine C et puis les antioxydants qu'on connaît. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans un steak ou dans un végétal, il y a des dizaines de milliers de molécules différentes. Typiquement, dans le curcuma, vous avez des dizaines de milliers de molécules. Ils en ont pris une, la curcumine, puis ils vont vous dire c'est anti-inflammatoire. Ok, peut-être bien que la curcumine est anti-inflammatoire. Mais les dizaines de milliers d'autres molécules, elles font quoi? On n'en sait rien. Ça coûte beaucoup trop cher d'analyser tout ça. La science progresse lentement. J'ai écouté l'autre fois un médecin, peut-être tu connais, le docteur Chafi, qui avait fait de l'oncologie, qui a étudié au niveau cancer, etc., puis qui disait le végétal qui contient le moins de carcinogènes, donc d'éléments cancérigènes, il en contient quand même 72. Imagine, connu. Donc 72 connus, et je ne sais plus quels végétaux c'était, mais tous les végétaux contiennent des carcinogènes. Alors, ils contiennent peut-être quelques vitamines, etc. Alors, sous des formes qui sont souvent pas bien utilisables par le corps humain, mais bref. Donc, on sous-estime vraiment, en fait, cet impact que ça a. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses j'avais été taguée sous une publication où c'était marqué, je crois que c'était James Blunt, je ne sais plus trop, avait eu le scorbut parce qu'il avait fait une alimentation carnivore. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de mal faire cette alimentation, tu vois, et puis qu'il a eu le scorbut, ou il y aurait d'autres raisons? Alors, je pense que c'est possible de mal faire une diète carnivore, effectivement. Euh, donc déjà, bon, parlons du principe qu'il était vraiment pur carnivore, il mangeait pas de féculents, pas de fruits, pas de sucre. Euh, Si tu fais une alimentation pure carnivore, où tu tournes sur des viandes qui sont vieilles, donc des salaisons,
uniquement. Tu vas manger par exemple que du jambon, de la viande séchée, des choses comme ça. Ces viandes-là, elles contiennent plus du tout de vitamine C. Et ça peut être problématique. Par contre, il y a des vieilles études qui avaient été faites où chez des gens qui chopaient le scorbut à cause d'alimentation comme ça, rien que de leur donner de la viande fraîche, ça les sortait du scorbut. Pourquoi? Parce que même dans le steak, s'il est frais, voilà, c'est du steak qui date d'il y a quelques jours, quelques semaines, tout au plus, donc ce que tu achètes généralement chez le boucher, il y a de la vitamine C dedans. Il y en a par exemple, ça va être 10 mg pour 100 grammes de viande. Donc si tu manges 300 ou 400 grammes de viande rouge par jour, même du muscle, tu as quand même 40 à 50 mg de vitamine C. Certains vont dire, ah mais c'est pas beaucoup, il faut 80. Mais ces 80 mg de l'apport journalier recommandé, ils ont été établis et mesurés dans une population qui mange beaucoup trop de sucre et qui mange plus du tout de collagène. Par contre, on sait que le scorbut, dès qu'on est au-dessus d'environ 10 mg par jour, il n'y a plus de risque de scorbut. Donc comment il a réussi à choper le scorbut sur une diète carnivore? Il a vraiment dû faire tout faux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de collagène dans son alimentation, il n'y avait que des viandes qui étaient peut-être décongelées, qui avaient traîné une année au congélateur, etc., etc. Donc est-ce que c'est possible de mal faire? Oui, je pense que c'est possible. Et le risque, il existe dans une société moderne où, avec la congélation, avec tout ça, ben, on a plus facilement accès à ce genre de choses. Euh, donc voilà, je pense que peut-être ça répond à cette question par rapport au scorebut. Et qu'est-ce que tu penses de la charcuterie, du coup? Alors la charcuterie, bah, je pense que c'est un peu moins bien que la viande fraîche, notamment à cause de l'absence de certains nutriments. Euh, Tu as d'autres nutriments qui vont se dégrader avec le temps, et du coup, tu en auras moins dans la charcuterie que dans la viande fraîche. Après, il y a un autre aspect avec la charcuterie, c'est que tu amènes beaucoup de sel, et si tu es résistant à l'insuline, ou plutôt si tu as une hyperinsulinémie, si tu as trop d'insuline dans le corps, tes reins vont beaucoup trop retenir le sodium. Donc de manger beaucoup de charcuterie chez quelqu'un qui en plus est prédiabétique pour d'autres raisons, parce qu'il mange trop de sucre, ou alors il a déglingué son métabolisme pendant des années, ça peut induire une accumulation de sodium temporaire, le temps que ça se règle. Euh, donc ça, c'est deux aspects par rapport à la charcuterie dont il faut tenir compte. Maintenant, il y a un truc qui est totalement surfait par rapport à la charcuterie, c'est le problème des nitrites. Et pendant longtemps, moi, j'avais été... c'est ce qu'on m'avait enseigné, attention, les sels nitrités, c'est pas bon. Et c'est vrai que j'ai beaucoup conseillé aux gens d'éviter les charcuteries avec des sels nitrités. Mais fondamentalement, quand on regarde sur quoi on se base pour dire que les sels nitrités sont problématiques, on se base sur une étude épidémiologique, donc une seule, et c'est de l'épidémiologie, donc ça peut jamais prouver une causalité. À côté de cette étude, il y en a plein d'autres qui montrent pas la même chose. Et cette étude-là, elle montre une augmentation de 18% du risque de cancer du côlon. C'est l'étude que tu vois répéter, mais toutes les semaines dans la grande presse, à gauche, à droite, la viande, la viande, la viande. Et du coup, en plus, ils font le parallèle avec la viande fraîche, enfin bref. Donc, tu as une étude qui te dit, OK, tu vas passer de 4% de risque à 5% de risque si tu manges plus de charcuterie. Or, comme c'est une étude épidémiologique et qu'ils n'ajustent pas le risque avec d'autres facteurs, tu as des biais d'utilisateurs qui ne sont pas pris en compte. Ça veut dire que une étude comme ça, tu vas remplir des questionnaires, ouais, comment tu manges en fait dans ta vie. Et puis, ils ont réparti les gens, ok, ceux qui mangent beaucoup de charcuterie, ceux qui n'en mangent pas beaucoup. Puis ils ont vu qu'il y a un petit peu plus de cancer du côlon chez ceux qui en mangent beaucoup. Par contre, ce qu'on comprend mal, c'est que ça fait 30, 40 ou 50 ans qu'on nous dit que c'est pas bien de manger des charcuteries. Donc les gens qui veulent faire bien pour leur santé, ils en mangent moins depuis longtemps. Mais c'est aussi les mêmes gens qui font du sport, qui fument pas, qui vont pas au fast-food, qui mangent des produits frais, de saison, locaux, qui font un peu de yoga ou je sais pas quoi. Donc qui ont d'autres comportements bénéfiques à leur santé. Et en fait, on vient mettre ce risque, cette augmentation de risque uniquement sur cette consommation de charcuterie, alors qu'il y a plein d'autres paramètres. Quand tu stratifies le risque, comme ils l'ont fait dans d'autres études, où ils voient ben, ceux qui mangent plus de charcuterie, c'est aussi les mêmes qui boivent plus d'alcool, qui fument plus de cigarettes, qui vont plus au fast-food, parce que c'est des gens en fait qui s'en foutent complètement des conseils santé, et puis qui vivent leur vie comme ils ont envie de la vivre, on va dire. Ça ne me dérange pas. Mais dans cette étude-là, c'est malhonnête en fait ce qu'ils font, d'accuser
surtout sans avoir stratifié le risque, ça n'a aucune valeur. En fait, c'est des études qui ont zéro valeur. Mais la presse s'amuse à répéter ça, parce que bien sûr, la presse, elle est financée par les groupes agroalimentaires, et eux, ben, la charcuterie, c'est un adversaire à leurs biscuits, à leurs petits sandwichs triangulaires dégueulasses et plein d'huile végétale, parce que moins les gens vont prendre un salami pour aller faire une randonnée, plus ils vont acheter des produits à eux, des super petites barres, des farmers ou des choses comme ça c'est pas de l'alimentation humaine, en fait. Bon, bref. Donc la charcuterie, moi j'en mange régulièrement. Je dirais simplement aux gens, bah, mangez pas que ça, mangez pas ça à tous les repas. Si vous en mangez un peu par jour, il n'y a aucun problème, à mon sens, à manger de la charcuterie. Vraiment aucun. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise les sels nitrités. Et ça, les gens ne savent pas, on croit que c'est un truc nouveau, mais ça fait très longtemps que les sels nitrités sont utilisés. Et ce qui est marrant, c'est que les sels nitrités, on met en cause les nitrites. Donc les nitrites, c'est pas bien, on nous dit. Par contre, les nitrates qu'il y a dans les végétaux, là, c'est bien. La betterave rouge, c'est bien parce qu'il y a des nitrates. Fondamentalement, après, dans le corps, ça fait la même chose, hein. Ça fait la même chose. Ça permet de produire de l'oxyde nitrique, ce qui est bon au niveau cardiovasculaire. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Et par rapport au miel, c'est un peu le sujet. Certains disent ben voilà que c'est que du sucre, d'autres disent c'est le vomi des abeilles. Euh, Au niveau qualité nutritive, pourquoi t'en manges? Pourquoi j'en mange pas? Bon, déjà, c'est bon. Oui, alors ça Et fait. puis, déjà, c'est bon. Après, comme je dis, je suis pas persuadé qu'on soit tous faits pour fonctionner en cétogène permanent. Et si tu n'amènes pas de sucre, bah, tu es en cétogène ou alors tu es en néoglycogénèse. Mais ça, sur le long terme, c'est mauvais. Tu as trop de protéines dans l'alimentation par rapport aux graisses. Donc ça, tu peux le faire quelques jours, mais d'avoir 40-50% de ton apport calorique en protéines, sur le long terme, ce ne sera pas bien. Vraiment pas. On n'arrive pas en fait à augmenter plus que tant notre capacité enzymatique à neutraliser l'azote et donc à produire de l'urée. Et ça peut créer une intoxication à l'ammoniac à la longue. Donc il y a un risque à manger trop protéiné sur une trop longue période. Donc il te reste deux solutions. Soit tu manges très gras et tu es en cétose, soit tu inclus des hydrates de carbone. Et quelles sont les sources d'hydrates de carbone les moins toxiques? C'est le miel et c'est les fruits. Ça, c'est clair et net. Donc, comment tu navigues là-dedans? De nouveau, ça dépend des gens. Moi, j'invite les gens à tester. Si tu vois que le cétogène fonctionne très bien pour toi, que c'est comme ça que tu te sens mieux, et il y en a, c'est le cas, ok, pourquoi pas être en cétogène la plupart du temps? Mais chez d'autres personnes, ça se passe moins bien. Typiquement, moi, je pense que Paul Saladino est sincère. Chez lui, le cétogène, sur une trop longue période, ça n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. Pourtant, il a été carnivore pendant 2 ans, je pense. Alors certains vont critiquer sa manière de faire le carnivore. Voilà, ça c'est des sujets. Moi, je suis pas vraiment un spécialiste du carnivore, mais il a vu une grosse amélioration de réintroduire un peu de miel et de fruits, notamment au niveau de ses hormones mâles et au niveau de ses électrolytes. Alors que d'autres n'ont pas ce problème, tu vois. Donc pourquoi manger du miel? Ben voilà, c'est bon, ça amène du glucose qui peut, dans certains cas, chez certains, peut-être être positif. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des nutriments spécifiques dans le miel? Je pense que oui, il y a pas mal de nutriments. C'est très riche en différentes molécules, le miel. Il y a des études assez intéressantes où on voit que le miel n'a pas le même effet que d'autres sucres sur le diabète, sur l'insuline et ce genre de choses. Mais c'est encore assez mal compris, je dirais. Non, mais c'est intéressant. Après, moi, j'ai aussi vu les témoignages de personnes ben, avec qui je parle en privé qui me disent ben, que, alors certaines, le sucre, ben, tu vois, ça peut augmenter de nouveau. S'ils ont par exemple du TDAH, ben, juste d'en manger un tout petit peu, ça va recommencer les symptômes qu'ils avaient. Et puis d'autres qui avaient des TCA aussi, ben, que, en fait, après, ça leur fait, même si de manger juste un fruit, ça va leur faire revenir ces TCA, de retomber dans le sucre et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment adapté à chaque personne et puis selon le passé aussi. Parce que suivant voilà, les C'est pathologies, juste. notre Ouais. rapport avec la nourriture, ben, ça a évité, puis d'autres personnes pourront le faire sans souci. Ça, c'est clair. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a des gens qui bénéficient probablement d'une absence de sucre. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que si tu es en cétogène ou en carnivore, donc sans sucre depuis longtemps, au tout début, quand tu réintroduis du sucre,
ton corps, il n'est pas du tout équipé pour traiter ce sucre. Donc, ce qui va se passer, c'est que même si tu réintroduis un petit peu de miel et de fruits, tu auras un pic massif d'insuline parce que tu n'as plus du tout l'appareillage nécessaire pour s'occuper de ça. Donc, c'est normal que tu le vives mal la première fois. Et pour voir les effets, il faudrait manger un peu de sucre pendant une semaine ou deux pour voir si après ça se stabilise ou pas. Ouais, Tu vois, c'est la même chose que si tu prends quelqu'un qui est végétarien, tu le mets en carnivore. La première semaine, il y aura des troubles intestinaux, il y aura forcément quelque chose qui va se passer parce que le corps n'est pas encore adapté à ça. Il lui faut du temps. C'est comme quand tu n'as jamais fait de cétogène dans ta vie, la première fois que tu rentres en cétose, il y a beaucoup de gens, ils ont des symptômes grippaux, ils sont lessivés, ils sont cassés en morceaux. exactement. C'est pas que c'est mauvais en soi, c'est que le corps n'est pas équipé pour ça, en fait, et il doit tout réapprendre et reconstruire, en fait. Ouais, Mais exactement. effectivement, dans certains troubles du comportement, etc., il y a probablement des gens qui sont hypersensibles au sucre et qui vont très mal le tolérer. Mhm. Ouais, c'est au cas par cas. Et puis, est-ce que si tu es invité, s'il y a une occasion spéciale, tu vas manger des féculents, des gâteaux, du sucre, ou bien est-ce que tu adaptes en fonction des circonstances? Ça dépend de la phase où je suis. Euh, Si je suis dans une phase stricte cétogène carnivore et que ça fait 5-6 jours que je suis dans cette phase et que je commence maintenant à plonger dans une phase cétogène qui est efficace, j'ai pas envie de tout casser le jour-là. Je vais quand même avertir à l'avance et puis dire voilà, là je fais une phase comme ça. Maintenant, bah, quand c'est quand je suis dans une phase, on va dire, plus standard, où je suis en animal-based diet, en alimentation d'abondance, euh, je me permets certains jokers, certaines politesses par rapport à ça, tout en essayant de limiter au maximum. Voilà, je vais éviter les frites, ça c'est certain. Je vais éviter les épinards, les côtes de bête et ce genre de choses. Maintenant, par politesse, ça peut m'arriver de manger un petit truc. Par contre, sur le long terme, je suis assez, on va dire, dans la vie générale, je suis assez strict. Si je vais au restaurant, je vais demander uniquement la viande, si possible cuite sans huile végétale. Et puis peut-être prendre une assiette de fromage en dessert ou quelque chose avec du fruit ou des choses comme ça. Maintenant, ça peut m'arriver de me dire, bon, bah là je fais un joker et je fais un joker et je me prends pas la tête. Mais généralement, j'essaie quand même de limiter certaines choses. Ouais. Ah, c'est pas toujours facile. Alors, je trouve au restaurant, c'est assez facile parce que ben là, on peut demander justement notre steak. Des fois, je trouve que c'est pas facile quand on est invité chez des personnes. Quand on invite, bon voilà, on peut adapter. Puis quand on est invité, ben, les gens ne comprennent pas toujours. Je trouve que c'est surtout pour les féculents encore, ils comprennent, mais le dessert, c'est pas toujours facile. Quand ils ont prévu le gâteau, le truc, et puis tu dis, ben non, je préfère pas. Ou alors, Ouais. on amène nous, mais voilà, c'est pas toujours facile à adapter, puis que ça soit compris. Mais au restaurant, je trouve que ça devient de plus en plus. Exactement. Bon, les restaurateurs, ils sont habitués aussi à avoir des demandes dans tous les sens, hein, entre les gens allergiques, les gens véganes, les gens ci, les gens ça, sans gluten, sans ci, sans lactose. Ça va pas être facile pour eux. Et puis, des fois, je comprends qu'ils soient aussi un peu emmerdés quand on leur demande autre chose parce que ils Ouais, sont aussi pliés, en fait. Ils ont été pliés à l'utilisation des huiles végétales, à tout plein de choses comme ça. Et maintenant, quand tu viens leur dire le contraire, ça les embête. Et moi, je les ouais, c'est ça. comprends. Je les comprends, tu vois. Mais ce serait tellement, ouais, tellement plus simple pour eux aussi de réutiliser les graisses de bœuf. Alors, c'est un peu plus cher, mais c'est tellement meilleur. L'autre fois, ma femme au restaurant a pris justement des racks d'agneau. Et malheureusement, ils ont été. Elle n'a pas pensé, mais ils ont été cuits dans l'huile de tournesol. Et maintenant, on est très sensible en fait à ce goût, hein. Et c'était vraiment pas bon. Je veux dire, l'agneau avait le goût de l'huile de tournesol brûlée, quoi. Et elle n'a pas pu finir l'assiette. C'est vrai que j'ai goûté, c'était écœurant au possible. Tu sais, ça sent cette odeur de frites de McDonald's. Et une fois que tu es détoxifié de ça sent le poison, en fait. Ouais, ouais, Vraiment, c'est quelque chose. Tu sens le poison à des kilomètres à la ronde. ouais, c'est clair. Quand tu passes à côté d'un McDo ou ben, d'un restaurant qui brûle les huiles comme ça toute la journée. Mhm. Toi, tu cuis du coup dans ben, le beurre, on dit que c'est pas forcément bien, dans du ghee ou bien dans de la graisse de bœuf, du coup. Ouais, principalement, on utilise de la graisse de bœuf ou du beurre clarifié.
J'ai un client qui m'a amené de la graisse de cerf, en fait. Il a fait du suif de cerf avec de la graisse de rognon de cerf. Oui, C'était tip top. En plus, c'était la période de la chasse. C'était génial. Finalement, toutes les graisses de ruminants, tu peux en faire, tu peux la clarifier puis en faire un suif. mais tu trouves en magasin, Et chez nous en Suisse, malheureusement, pas, en fait. c'est ça. La graisse de bœuf est a complètement disparu. En tout cas, chez nous, en Suisse, hein, aux États-Unis, ça revient beaucoup. Par contre, il y a des bouchers qui commencent à le refaire. Si on leur demande, Ok. j'ai un ami boucher qui a commencé à en refaire à petite échelle. Je sais qu'il y a, sur la Riviera, il y a ceux qui font du bouillon d'os, Chalet Project. Eux, ils font aussi du suif, Ok. parce que leur bouillon d'os, ben, ils récupèrent la graisse qu'il y a dessus, ils la clarifient, ils en font du suif. Donc, il y a moyen. Après, il faut parler avec un boucher, hein. Il faut connaître un boucher ou bien quelqu'un qui bosse à l'abattoir et puis dire, bah, moi, j'aimerais 10 kilos de graisse de rognon de bœuf. De toute façon, ils la jettent, généralement. Il y a une grande partie de ces parties qui sont jetées et ils payent quelque chose pour les jeter. Donc très souvent, si vous leur prenez d'autres morceaux, si vous jouez le jeu de leur prendre quelque chose d'autre, ils vont vous les donner, ces morceaux, cette graisse ou des os à moelle ou des choses comme ça, ou alors vous les faire à des prix qui sont, par rapport à la qualité nutritionnelle qu'il y a là-dedans, ça défie toute concurrence, hein. Parce que la graisse de bœuf, c'est génial, il y a beaucoup d'acide stéarique, et cet acide gras, on voit qu'il est excellent justement pour stopper en fait la résistance à l'insuline, pour neutraliser les graisses viscérales. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ouais, ouais, il faut se rendre. Je trouve que c'est pas encore tout facile. Bon, voilà, peut-être aux États-Unis, il y a plus, même le beurre cru, la crème crue. Pour l'instant, j'ai trouvé le lait, mais j'ai encore de la peine à trouver. Voilà, donc il faudra un peu chercher. Mais en Suisse, je trouve qu'on est encore un peu limité par rapport à ça. J'ai un projet comme ça avec quelques personnes de faire une sorte de communauté qui serait comme un hub pour mettre en lien des producteurs avec des clients, avec des thérapeutes. Ah, mais c'est génial ça. Ça va se faire, ça se fera un jour et ça permettrait justement, via cette petite communauté, de dire, OK, ben là, il y a un producteur qui peut faire, parce qu'ils ne veulent pas faire 10 kilos de beurre cru s'ils ne sont pas sûrs de les vendre parce qu'ils se conservent moins. Sinon, il faut les congeler. Par contre, s'il sait que tu viens chercher 10 kilos de beurre cru samedi, il va t'en faire et tu vas pouvoir le congeler. Donc, si ça t'intéresse, après le podcast, moi, je peux te donner des contacts pour obtenir du beurre cru ou de la crème crue. C'est vrai que nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans une vallée où il y a beaucoup de pâturage, d'élevage. Donc, il y a de la bonne viande, il y a des produits de la ferme. Et ça, c'est génial. Et on essaie justement de soutenir un maximum tout ça. J'essaye d'envoyer un maximum les gens directement chez le producteur ou dans les petits commerces. C'est hyper important pour l'économie locale, en fait. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et toi, du coup, donc les suivis, s'il y a une personne qui est intéressée, tu les fais en direct, tu les fais par visio, ça se passe comment? Alors, je propose les deux, en fait. J'ai des gens qui viennent depuis la Bretagne, des fois. Ok. Euh, je fais de la visio ou du sur-place. L'avantage en sur-place, on va dire au cabinet, c'est qu'on peut faire les analyses corporelles. Alors, je ne le fais pas chez tout le monde. Je le fais chez des gens qui veulent perdre du poids, prendre de la masse, etc. Il n'y a pas tout le monde qui veut non plus en faire. Donc ça, je m'adapte. Alors, ouais, soit sur place, soit en visio. Finalement, la seule différence, c'est vraiment le fait de pouvoir faire ou pas une analyse corporelle. Mais toutes mes prestations sont proposées dans les deux cas, ouais. Et donc, tu as un site internet, c'est ça? Oui, j'ai un site internet, c'est nutrivore.ch Ouais. et les réseaux sociaux, c'est aussi nutrivore.ch. Ouais. Et tu fais des podcasts, c'est sur YouTube ou bien? Alors, j'avais prévu, comme je t'avais dit, de commencer une chaîne de podcast au mois d'octobre, puis j'ai eu cet accident en forêt. Et puis, ça m'a un petit peu tout chamboulé le programme. Avec le bassin écrasé, je dormais très mal. J'avais voilà, d'autres choses en tête à ce moment-là. Donc, c'est toujours en projet, les podcasts. J'espère pouvoir lancer ça prochainement. La chaîne existe déjà, mais il n'y a encore rien dessus. Elle s'appellera Révolution ancestrale. Donc, c'est déjà créé, mais il n'y a encore pas de contenu. Par contre, si vous vous abonnez à mes réseaux sociaux, nutrivore.ch, là, vous verrez passer le contenu. Et puis, ça me ferait plaisir un jour de t'inviter pour que tu parles de ton expérience de la diète carnivore sur cette chaîne-là quand elle sera un petit peu active. Trop bien. Mais du coup, de toute façon, je mettrai tout en description, comme ça, les personnes qui veulent te retrouver auront tous les liens. Je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce que tu as envie d'ajouter encore quelque chose pour...
pour bien finir, ou est-ce que tu as tout dit? Bah, un petit message à ceux qui nous écouteront, qui sont peut-être sceptiques, etc. Essayez au moins de supprimer ces huiles végétales de votre alimentation, vous allez vous faire un grand bien. Le reste, c'est bien aussi, mais c'est peut-être moins grave. Et puis, euh, et puis essayez, quoi. Essayez, on peut toujours revenir en arrière si ça convient pas. Parfait, c'est très bien. Y aller petit à petit, par étapes, c'est plus simple. Exactement. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez toutes les informations sur lui dans la description. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.